Marché action international. Pourquoi l'Asie et l'Europe méritent encore votre attention? Secteur tech, intelligence artificielle, y a-t-il encore des opportunités dans le monde? Faut-il aller chercher au-delà de ce que certains appellent la bulle IA de Wall Street, la bulle IA états-unienne? Alors, chers amis, dans cette vidéo, plusieurs choses. Tout d'abord, première partie, je vais vous présenter mes datas, c'est-à-dire où je vais chercher mes datas, parce que c'est vrai que chaque semaine, je vous présente des données dans des tableaux, des données qui concernent le marché action. J'utilise beaucoup de données en provenance des screeners, notamment le screener TradingView et le screener FinViz. Eh bien, nous commençons cette première partie de vidéo. Je vous montre comment je fais. C'est tout simple, quelques filtres de base pour aller chercher des datas. Ensuite, ça s'exporte très facilement avec TradingView et ça me permet de créer des données et de raisonner et de vous proposer ensuite mes réflexions. Ensuite, deuxième partie, effectivement, oui, alors que le S&P 500 est tout en haut, alors que certains crient, vous le savez, au krach boursier chaque semaine, pour ce qui concerne le moyen long terme et au-delà du bruit de marché à court terme, c'est-à-dire quelques séances à quelques semaines, je vous renvoie vers le Top Gun que je vous ai proposé la semaine dernière, qui vous donnait des cibles fondamentales raisonnables, c'est-à-dire un moment ou un autre, en nombre de points, même les plus optimistes, il va falloir quand même admettre qu'on finit par atteindre un butoir en termes de valorisation. Ça, c'était la semaine dernière. Donc, Asie et Europe, oui, clairement, il y a un rattrapage encore à jouer de manière générale pour le marché actions, pour les actions européennes, les actions asiatiques, notamment les actions chinoises vis-à-vis de Wall Street, dans l'ensemble, sont beaucoup moins chères. Justement, je vais donc rester focus sur le secteur tech, le secteur de l'IA, le secteur de l'infrastructure IA, et nous allons comparer ce secteur à travers le monde. Trois grandes zones géographiques, États-Unis, Europe, Asie. Et vous allez voir qu'effectivement, c'est du côté des États-Unis qu'il y a les plus importantes valeurs, pas que, il y a aussi l'Asie. L'Europe est vraiment en retrait, même s'il y a quelques géants mondiaux. Les géants, si vous voulez, à plus de 500 milliards de market cap, c'est en Asie et aux États-Unis. Donc, une présentation, ça. L'idée, c'est de savoir, y a-t-il encore, d'un point de vue de la valorisation, des titres en Europe et en Asie qui sont plus attractifs que Wall Street? D'ailleurs, en termes d'attractivité et de valorisation, je vous ai beaucoup parlé du price earning forward. On va le remettre en question, voir ses limites, et puis peut-être aussi à travers des exemples de titres, je pense à l'exemple de Dell et de Micron, voir aussi d'autres approches, par exemple le price earning régulier ou le price to sales, et comprendre que certains titres peuvent être très chers eu égard à leurs fondamentaux actuels, mais pas chers avec les fondamentaux prospectifs. Et puis, y a-t-il encore des opportunités? Je suis allé creuser le sujet, là aussi, c'est mon utilisation des screeners qui me permet de trouver ça. Parmi la tech européenne, parmi les valeurs à moins de 90 milliards de market cap, puisque l'essentiel des acteurs européens de la tech, c'est moins de 100 milliards de market cap. Bon, est-ce qu'on peut encore trouver des opportunités fondamentales? C'est-à-dire des titres qui sont pas chers, qui peuvent donc rattraper les géants de Wall Street, et des titres qui techniquement sont encore early, donc c'est-à-dire pas tout en haut en face verticale. Oui, bonne nouvelle, je vous en ai trouvé au sein de la tech européenne. Et ça n'a rien à voir avec les Microns, les Dell, je regarde au plafond comme un âne, mais c'est parce que ça représente bien leur graphique. Heureusement qu'il y a encore dans la tech européenne des titres qui ne sont pas comme ça et qui ont encore un potentiel de rattrapage. Et puis, bien sûr, je mettrai aussi l'analyse technique de l'indice S&P 500. Chers amis, bienvenue. Vous avez le programme du Top Gun. Bienvenue, on attaque. Tech, IA, y a-t-il encore des opportunités dans le monde? Il n'y a pas que Wall Street. Voici pourquoi l'Europe et l'Asie méritent encore votre attention. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Allez, c'est parti les amis. Secteur tech et IA, pourquoi l'Asie et l'Europe méritent encore votre attention? Et de manière générale, c'est une réflexion sur la situation du marché action européen et asiatique par rapport à Wall Street. Le plan, je vous l'ai donné dans l'introduction. Il s'affiche à nouveau sous vos yeux, vous avez vu. Je ne vous ai pas détaillé toutes les parties dans l'introduction, mais la vidéo va être chargée. C'est pourquoi je vous propose d'attaquer directement par les sources de cette présentation. Donc, le screener TradingView et FinViz. Ce sont les deux sources que j'utilise pour aller trouver des datas. Je vous ai déjà parlé de ces deux sites. Je vous montre rapidement
Comment donc je vais utiliser ça? Donc, première source de données. Moi, l'idée ici, c'est de faire donc une réflexion sur la situation des actions du secteur de la technologie à travers le monde, pas uniquement le secteur tech US dont tout le monde parle. C'est vrai, tant il est écrasant en termes de market cap, toutes ces données arrivent. Mais justement, comment accéder à ces données et comment donc euh, les traiter? Alors, les traiter, chacun les traite à sa façon, en fonction de son propre raisonnement, le fil de sa logique. Je vous êtes ici donc sur le site TradingView. J'utilise donc deux sites. Un stock screener dont je vous ai déjà parlé, un stock screener FinViz. Par contre, c'est disponible uniquement pour les actions américaines. Pour les actions mondiales, vous pouvez utiliser TradingView. Vous avez ici une section qui s'appelle Produits, vous avez Screener, vous avez le screener du marché action, et on va faire quelque chose de très simple. Donc vous arrivez sur cette page-là. Première chose que vous pouvez faire, c'est choisir eh bien la zone géographique qui vous intéresse. Donc avec TradingView, c'est bien, c'est qu'on peut choisir le monde entier. À partir de là, donc, vous avez donc toutes les actions du monde entier qui apparaissent. Vous avez ici un certain nombre de filtres, vous pouvez encore en ajouter. Il y a énormément de filtres qui sont proposés, mais ici, on s'intéresse au secteur tech. Je vais donc aller chercher les actions du secteur technologique. Donc là, j'ai deux filtres. Premier filtre, les actions du monde entier. Deuxième filtre, les actions du secteur technologique. Et par défaut, eh bien, elles vont être classées selon la capitalisation boursière, la market cap ici, où effectivement, donc, eh bien, vous allez retrouver les leaders à travers le monde en termes de market cap. Donc ici d'ailleurs, je me suis trompé, j'ai mis service technologique. On va reprendre et on va aller mettre technologie électronique. Autant pour moi, vous voyez, comme ça, on fait ça ensemble et on retrouve bien Nvidia en première place, Apple, Broadcom, TSMC, et donc la boîte de Taïwan qui fournit Nvidia, enfin qui fabrique en fait les GPU, etc., etc. Et cetera. Et là, vous avez donc, dans l'ordre décroissant de la market cap, les actions du secteur tech du monde entier. Vous allez retrouver des boîtes européennes, des boîtes américaines, des boîtes asiatiques, et vous pouvez descendre très très bas comme ça. Effectivement, hein, on voit les leaders américains 5 trillions de dollars, 4 trillions, 2 trillions, 2 trillions, 2 trillions, mais vous voyez qu'il y a énormément d'autres acteurs. Énormément d'autres acteurs du secteur tech. Alors après, il y a le secteur tech de manière générale et les acteurs purs IA. Tout ça, il faut bien compartimenter, il faut bien avoir conscience, il faut bien faire son tri sur TradingView. Vous pouvez sélectionner aussi, après avoir sélectionné un secteur, vous pouvez aussi sélectionner une industrie. Bref, il y a énormément de possibilités. Ça, c'est pour les actions du monde entier. Bon, je n'y passe pas 30 ans, mais concrètement, voilà, vous avez cet outil scanner du marché action et je trouve ça, moi, extrêmement pratique. Ensuite, vous avez le site FinViz, dont je vous ai déjà parlé, essentiellement et surtout pour les actions américaines. Je prends par exemple ici l'indice S&P 500. Je vais prendre le secteur de la tech et je vais prendre les semi-conducteurs, voilà. Et donc là, j'ai un classement, donc j'ai plusieurs critères pour faire mon classement. Là, j'ai choisi de faire mon classement selon le PE Forward. Donc, je supprime ça parce que ça prend de la bande passante. Mais concrètement, ici, je vous ai montré Voilà, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai montré les deux outils. Oui, je veux quitter. Je vous ai montré les deux outils que j'utilise pour aller chercher de la data. Ensuite, donc, on continue le fil de la réflexion, valorisation. L'Europe et l'Asie sont moins chers que Wall Street, faut-il en profiter? Effectivement, c'est vrai qu'on s'inquiète régulièrement de l'envolée du marché action américain, de la cherté des actions américaines, à croire que le marché action mondial se réduit à Wall Street. C'est faux. Alors, première observation, effectivement, oui, le marché action européen et le marché action asiatique sont moins chers que les actions américaines. Et il y a même une sorte de divergence historique. Pour cela, donc, je vais utiliser comme critère de valorisation le cap ratio, PE de Shiller. Alors, si vous voulez, il y a plusieurs ratios de valorisation que vous me voyez utiliser. Grosso modo, je vais ici en utiliser 4. Direz-vous, ok, donc du coup, la juste valorisation, c'est une moyenne de tous ces baromètres. Mais le raisonnement est le suivant. Lorsque je parle de PE forward, c'est la valeur actuelle en bourse d'un marché, d'une action, par rapport à ce qu'on anticipe, le multiple par rapport aux bénéfices futurs. Le PE régulier, c'est la valeur actuelle en bourse par rapport aux bénéfices des 12 derniers mois. C'est tangible, c'est concret, c'est pas bullshit, sauf s'ils ont truqué les comptes, mais c'est enregistré.
Le PO de Schiller, pareil, c'est tangible, sauf que c'est pas sur les 12 derniers mois, c'est sur les 10 dernières années. C'est probablement le meilleur baromètre. Mais la bourse cherchant toujours à se projeter, c'est souvent le PE forward, si on n'a pas fait d'erreur dans le forward, c'est-à-dire les bénéfices anticipés, qu'on peut aussi trouver de l'upside. Et vous avez enfin le price to sales, ce que j'aime bien utiliser, parce que c'est le prix du marché par rapport au chiffre d'affaires. Et là aussi, effectivement, c'est la valorisation actuelle. Elle peut parfois être très excessive, mais c'est parce que le marché est aussi branché sur le forward. Bon. Donc là, pour comparer les pays, moi je vais d'abord utiliser le PE de Schiller. PE de Schiller, où je compare ici, donc les données viennent de Barclays, c'est un outil, donc vous voyez encore un troisième outil que j'utilise, qui est proposé par la Barclays, qui permet de comparer le cap ratio d'un certain nombre de zones géographiques dans le monde. Alors pour l'Asie, j'ai choisi la Chine, pour l'Europe, l'Europe, parce qu'il proposait l'Europe, même s'il propose aussi tous les pays, et pour les États-Unis, je choisis la case américaine. Et là, effectivement, on ne peut que constater visuellement l'écart entre la valorisation de Wall Street qui est tout en haut. Donc là, les données sont un peu en retard, mais le PE de Schiller américain est actuellement autour de 41. Le PE de Schiller européen est à 23 et celui de la Chine est à 15. 41 pour les États-Unis, 41 pour les États-Unis, 23 pour l'Europe, 15 pour la Chine. Il y a donc une décote de valorisation qui est ici donc intéressante à exploiter. Alors là, c'est un raisonnement général. C'est un raisonnement général, c'est la valorisation du marché action en général. La question que je me suis posée, c'est, eu égard au fait qu'il y a donc une décote des actions européennes et des actions asiatiques par rapport aux actions américaines, est-ce le cas aussi du secteur tech? Concrètement, y a-t-il au sein des actions asiatiques et européennes eh bien, de quoi avoir du rattrapage, c'est-à-dire des graphiques qui ne soient pas tous le graphique de Micron, c'est-à-dire en gros, un exemple, ce que je cherche pas, moi, c'est ça, voilà. Alors ça, c'est très joli, je vais en parler tout à l'heure, Micron et Dell, voilà. Ça, ce sont des graphiques incroyables. Ma question est, parmi les actions européennes, notamment, est-ce qu'on peut trouver des acteurs du secteur tech qui ne soient pas en mode vertical hors de contrôle, mais justement qui pourraient donc avoir de l'upside? C'est tout le raisonnement de cette présentation. Donc, ça, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Secteur technologie, tout d'abord, de quoi parlons-nous? Donc ça, c'est un bref rappel, c'est quelque chose que je vous ai déjà montré, secteur tech. Il y a plusieurs compartiments à l'intérieur du secteur tech. Le secteur de la technologie, c'est donc vraiment de manière simplifiée, les semi-conducteurs, les softwares et Internet plateforme. Voilà, concrètement, c'est ça. Semi-conducteurs, software, Internet plateforme. Donc cette classification, vous allez la retrouver ici. Secteur technologie, tour d'horizon des compartiments et industrie. Et je vous ai mis à chaque fois donc les principaux acteurs du monde, les plus importants en termes de market cap dans la catégorie des semi-conducteurs, software, IA, Internet et plateformes. Alors, le quantique qui est encore autre chose dont je vous ai déjà parlé. Et effectivement, ce qu'on observe, c'est que les acteurs principaux viennent tous d'Asie et des États-Unis. D'ailleurs, on ne retrouve pas, là, vous allez voir ça, les données arrivent, mais il n'y a aucune entreprise européenne du secteur de la tech avec une capitalisation supérieure à 1000 milliards, 1 trillion de dollars. Il n'y en a aucune. Et si je ne dis pas de bêtises, il y en a peut-être même, je crois, aucune au-dessus de 500 milliards. À vérifier s'il y a peut-être Infineon. Je vais aller, je ne connais pas tout par cœur, mais voilà, vous avez tout compris que les boîtes tech européennes sont plutôt concentrées, soit sous 100 milliards de market cap, soit entre 100, soit quelques centaines de milliards. Donc, ça, c'était pour recartographier un petit peu le secteur de la tech. Première chose, là, beaucoup de données. Alors, toutes ces données, oui, je sais, c'est trop petit, on ne voit rien, mais c'est pas grave. Concentrez-vous sur mes paroles. Parce qu'il y a tellement de data, qu'est-ce que je vous dis? Bon, deux choses. Ces données viennent donc du screener TradingView et de Finviz. Donc, vous pouvez tous et tous y accéder. Est-ce qu'elles sont fiables? Écoutez, parfois, ils font des erreurs, mais grosso modo, c'est un peu le boulot de ces sites internet d'aller choper des données plus ou moins récentes, en tout cas les plus récentes possibles, et de les proposer. Donc, voilà, je les ai exportées. Ce tableau vous représente le secteur tech, le vrai secteur tech, c'est-à-dire semi-conducteurs, IA, hardware, infrastructure numérique, plateforme technologique.
dont la market cap est supérieure à 100 milliards de dollars. Vous avez donc ici le classement par market cap. Ici, vous avez la région. Vous avez mis les tickers TradingView ici. En noir, les États-Unis. En bleu, l'Europe. En marron, orange, l'Asie. Effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a que 3 entreprises européennes de plus de 100 milliards. 3 entreprises européennes de plus de 100 milliards en termes de market cap. ASML, ARM Holdings, qui est une boîte britannique, et Infineon Technologies. Donc Infineon, ils sont à 100 milliards. ARM Holdings à 300 milliards. ASML à 600 milliards. Et d'ailleurs, elles sont toutes les deux, pour les 2 premières, cotées au Nasdaq. Ensuite, c'est les États-Unis. Et on retrouve quand même, dans le top 10, 3 boîtes asiatiques. TSMC, qui est le fabricant pour Nvidia des GPU IA. Samsung Electronics, un des 3 leaders mondiaux du secteur de la mémoire vive IA. Et SK Hynix, pareil. Et pour le coup, la mémoire vive IA, vous savez, rappelez-vous, elle s'appelle HBM. Ça, c'est vraiment central dans le secteur de la tech. Donc déjà, première observation, effectivement, on ne retrouve quasiment que des boîtes américaines dans la première partie de tableau. 3 boîtes européennes, c'est rien, et quand même pas mal de sociétés asiatiques ici, alors qui ne sont pas toutes chinoises, hein, naturellement. Ça, c'est la première dominante. Deuxième interrogation, avec réponse, où se trouve en moyenne? Donc là, bien sûr, je commence par un raisonnement général, en m'appuyant sur simplement des moyennes. Ce deuxième tableau, qu'est-ce qu'il vous propose? Ce deuxième tableau vous propose les mêmes actions, donc celles que nous venons de voir, mais cette fois-ci, elles sont triées, non pas dans l'ordre de leur market cap, mais selon le critère du PE forward, Price Earning Forward. Je vous rappelle donc le principe du Price Earning Forward, c'est la valeur actuelle en bourse comparée aux bénéfices futurs, aux bénéfices anticipés. Ce que le marché est prêt à payer pour des bénéfices anticipés. Encore faut-il qu'ils se réalisent. Bon, les résultats du premier trimestre ont montré que le marché était même capable de battre les bénéfices anticipés. Mais pour l'instant, restons focus sur ce PE forward. Et lorsque je refais le classement de ce PE forward, ce qu'on constate, c'est que nous allons retrouver dans les entreprises les moins chères, selon ce critère du PE forward, beaucoup plus de boîtes asiatiques, en tout cas une part égale de boîtes asiatiques et de boîtes américaines dans le top 15, alors qu'il n'y avait pas du tout une part égale en faisant le classement selon le critère de la market cap. Et notamment, dans le top 4, nous retrouvons dans ces boîtes les moins chères, avec un PE forward respectivement de 8, 9, 15 et 16. Et c'est vraiment rien, sachant que le PE forward du S&P 500 est actuellement autour de 21,5. Son record est à 23. Et ça, je vous renvoie vers le Top Gun que je vous ai proposé il y a maintenant une semaine. Quelle serait la valeur théorique du S&P 500 si le PE forward du S&P 500 ne fait que retrouver son record historique, qui est à 23? Vous vous souvenez ce que ça donnait? Les informations sont dans cette vidéo. Bon, et bien justement, vous pouvez constater en comparant au S&P 500 qu'un PE forward de 8 pour Micron, un PE forward de 9 pour SK Hynix, un PE forward de 15 pour Kioxia Holdings et un PE forward de 16 pour Samsung Electronics, ce n'est pas élevé. Donc, on va faire un peu de tri parce que ces tableaux, c'est bien marrant, mais on n'y voit rien. Est-ce que vous y voyez plus clair avec ce tableau? Alors, ce tableau, en fait, est tout simple. L'idée, c'est d'avoir un raisonnement moyen, toujours en utilisant l'échantillon des boîtes dont la market cap est supérieure à 100 milliards de dollars. J'arrive plus tard dans la vidéo avec des opportunités au sein de la tech européenne dont la market cap est inférieure à 100 milliards. Oui, bah là, je me suis amusé à faire de la big data, c'est marrant. Enfin, en tout cas, ça permet de faire le tri, il y a tellement d'actions. Qu'est-ce que je vous dise? Bon, eh bien, écoutez, vous avez donc ici la réponse sous les yeux. Et l'Asie, effectivement, l'Asie, mention très bien pour l'Asie. Si je fais la moyenne régionale, à la fois du PE régulier, donc c'est 12 months trailing, c'est 12 trailing months, et du PE forward, moyenne du PE régulier, moyenne du PE forward, eh bien, l'Asie est moins chère dans les 2 critères. L'Europe est au milieu et les États-Unis sont tout en haut. Donc effectivement,
on se dit qu'en termes de valo, il peut y avoir quelque chose à aller chercher du côté des sociétés asiatiques et aussi des sociétés européennes, mais comme je vous ai montré, au-dessus de 100 milliards, elles sont que 3. Bon, elles sont que 3 et avec des ratios de valorisation dans la moyenne. Donc, effectivement, si ces boîtes européennes ne sont que 3 au-dessus de 100 milliards avec une valorisation dans la moyenne, c'est peut-être pas non plus là où c'est le plus intéressant. Alors, effectivement, je me suis dit, du coup, où sont les boîtes européennes? Puisqu'elles sont quasiment absentes du top 50. Je n'ai pas compté combien de j'avais mis dans le tableau. Mais en tout cas, absentes des market cap supérieurs à 100 milliards. Eh bien, c'est parce qu'elles sont toutes concentrées sous 100 milliards de market cap. Et là, vous allez voir qu'il y a, en termes de valorisation, et notamment de PE forward, quelques opportunités. Bon, là, c'est à nouveau donc un récapitulatif pour vous montrer que sur ce compartiment des boîtes de la tech à plus de 100 milliards de market cap, l'Asie présente le meilleur compromis valorisation-croissance. Voilà, il n'y a pas photo avec un peu forward moyen que de 24. Et notamment donc des boîtes comme Samsung, SK Hynix, qui en plus sont dans la mémoire vive HBM et qui sont vraiment encore pas chères sur le plan de la valorisation. D'ailleurs, si vous faites un top 10 des plus grosses valeurs pure IA semi, donc à travers comment dire, tous les compartiments du secteur pur IA semi-conducteur, il y a un certain nombre de compartiments. Et ce que l'on découvre, c'est que les moins chers en termes de PE forward, donc Samsung Electronics avec un PE forward de 16, Micron avec un PE forward de 8 et SK Hynix avec un PE forward de 9, sont vraiment les moins chers, à la fois par rapport à la moyenne du secteur, par rapport au S&P 500, et elles sont toutes dans le compartiment HBM, c'est-à-dire la mémoire vive IA. Alors, ça peut paraître étonnant, je vous dis, incroyable, Samsung, Micron, SK Hynix. On va regarder à quoi ça ressemble sur le plan graphique, parce que cela peut effectivement être étonnant. Donc, sur le plan graphique, eh bien, elles sont ici. Je vais les regarder tout de suite. Voilà le graphique de Micron, incroyable. Bon, Micron n'arrête pas de monter. SK Hynix, bon, vous vous dites, là, c'est pas possible. Voilà les trois. Samsung, Micron, SK Hynix. Là, je vous montre ça, vous me dites, mais ça, c'est une bulle. C'est pas possible. Ça ne peut pas monter davantage. D'ailleurs, je crois que je tenais le même discours il y a une semaine, il y a 2 semaines. Et ce que montrent les données, c'est que malgré ces 3 graphiques verticaux, ce sont elles qui sont au sein du secteur tech les moins chères parce qu'elles travaillent dans le compartiment mémoire vive IA. C'est la base, c'est l'infrastructure. On ne fait rien sans mémoire vive HBM. Donc en fait, elles pourraient très bien, même s'il y a toujours des corrections à court terme, vous le savez, ce que nous disent ces données, c'est que s'il y a des corrections sur ces titres, elles vont être courtes et rapidement les capitaux vont s'y rediriger. Donc là, nous avons un peu avancé. Et bon, au final, vous vous dites, OK, très bien, il nous a montré des données, on a compris. Il y a quelques valeurs verticales qui sont pas encore chères sur le plan des fondamentaux, mais on le savait déjà. Qu'est-ce que tu nous as apporté vraiment comme opportunité? Bon, l'Asie, l'Europe, OK, c'est moins cher, surtout l'Asie, très bien, très bien. Mais heureusement, je suis allé au-delà de ça. Première chose, effectivement, en restant au-dessus des 100 milliards, on va avoir du mal à trouver des valeurs chères qui soient encore techniquement intéressantes. Des valeurs pas chères, pardon, au-dessus de 100 milliards, on va avoir du mal à trouver des valeurs bon marché fondamentalement, qui soient au niveau graphique encore early. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Des valeurs qui sont bon marché encore sur le plan du PE forward, ce qui est le cas de Samsung, Micron, etc. Mais graphiquement, quand c'est une fusée comme ça, bon, on attend une correction, parfois ça vient, on en profite, mais c'est peut-être mieux de trouver des boîtes qui soient encore un peu tout en bas, qui ne soient pas encore entrées dans leur verticalité et qui pourraient peut-être présenter bientôt un profil de verticalité. Parce que en plus, n'étant pas cher, les capitaux ne font qu'arbitrer et il y a des rotations. Bon. Donc ça, c'est la suite de la présentation. On l'attaque. Oui, donc alors avant, parce que j'avais d'autres choses à vous montrer, puisque j'ai fait tellement tellement de parties dans cette vidéo. Juste une petite perspective, effectivement. Attention, PE régulier, price to sales versus PE forward. Le cas Dell et Micron. Le cas Dell et Micron. Donc effectivement, on va prendre le cas Dell et Micron, où
ce que je vous ai montré, c'est que ici vous avez l'exemple de Micron. Un Micron qui de manière, Micron qui nous fait un plus 1585% de hausse depuis avril dernier. Alors est-ce que vous en avez profité? Dites-moi, n'hésitez pas à dire dans les commentaires: «Ah bah, moi, je pars à la retraite parce que j'ai acheté là et j'ai vendu là». Voilà. Je connais personne, hein, qui a fait ça. Alors je connais quand même un ami qui a du Nvidia depuis, plusieurs années et qui se surgave, c'est son capital retraite, mais j'en connais qu'un. Voyez, j'en connais vraiment pas d'autres. Bon, alors effectivement, Micron, malgré ce parcours-là, n'est pas cher selon critère du PE forward. Mais ça, c'est le prix du marché par rapport aux bénéfices anticipés. Maintenant, lorsqu'on regarde le price to sales, c'est-à-dire ce que vaut Micron en bourse par rapport à ses ventes actuelles, là, on est complètement sur de l'inédit et peut-être une bulle. Lorsqu'on regarde ce que vaut Micron par rapport à ses bénéfices des 12 derniers mois, nous ne sommes pas encore sur les records, mais plutôt dans une partie haute, historiquement, mais pas encore sur les records. Donc en fait, toute la logique par rapport à ces valeurs, toute la logique, elle repose sur la confiance que vous accordez aux anticipations des analystes financiers. C'est-à-dire que si les experts de ce secteur, les analystes financiers de ce secteur ont juste dans ce qu'ils anticipent en termes de revenus, de profits futurs, eh bien, dans ces cas-là, fiez-vous au PE forward. Mais ce que nous rappelle le price to sales, c'est que là, actuellement, les profits et le chiffre d'affaires actuel rapporté donc la market cap, ce que vaut la valeur en bourse rapporté au chiffre d'affaires actuel, c'est vraiment beaucoup trop cher. Donc, intérêt à pas se planter sur le bénéfice futur. C'est ça que je veux dire. Là, ça peut présenter un profil de risque à la moindre déception sur les bénéfices futurs. C'est pourquoi chaque saison de publication de résultats, il faut matcher au minimum avec ce qui était anticipé. Et c'est la même chose pour une boîte comme Dell. Une boîte comme Dell, où vous avez donc, je vais aller mettre toutes les datas partout, vous avez un PE forward de 20, donc c'est pas beaucoup, mais attention, le PE régulier, lui, est sur un record, dépasse son record de 2024. Donc Dell se paye déjà très cher par rapport à ce qu'elle a réalisé comme profit ces 12 derniers mois. Mais relativement bon marché par rapport à son prix comparé aux bénéfices que l'on attend. Voyez un peu? Il faut jouer entre les trois, enfin entre les deux approches. Le prix par rapport à ce qu'on anticipe, le prix par rapport au réel, et comprendre que si le prix par rapport au réel, donc je prends le PE régulier, le price to sales, euh, est cher, la moindre déception sur les anticipations, là, ce sera une correction. Par contre, tant qu'on match avec les anticipations, voire qu'on les relève, il n'y a aucune raison que la tendance ne continue pas à se relancer. Donc, ça, c'était une petite parenthèse. Alors, j'avance encore dans la présentation. Voilà. Donc, tech européenne, les opportunités à moins de 100 milliards. Donc, je vous rappelle le raisonnement. Eu égard au fait que au-dessus de 100 milliards de dollars, je n'ai pas trouvé de boîte européenne présentant un profil de valorisation vraiment bon marché et qui soit early sur le plan technique, parce que ASML, Infineon, bah, je vous les montre tout de suite, c'est complètement vertical dans le top 100. Je vous les montre ici. Elles sont où est-ce qu'elles sont? Je les ai mis. Voilà. Voilà ASML. Voilà Infineon. Bah, vous dites, c'est trop tard. Alors, effectivement, mais alors, elles sont relativement dans la moyenne en termes de valo, mais il n'y a pas vraiment d'opportunité dans le sens où bah, elles sont encore, elles sont déjà tout en haut et voilà, fallait, j'y suis ou j'y suis pas. Donc, il n'y en a pas en fait dans les 100 milliards. Les opportunités, je les ai trouvées ici. Tech européenne à moins de 100 milliards de dollars de market cap. Vous allez retrouver donc Dassault, STM, BE Semiconductor Industries, ASM, Amadeus, Capgemini, Hayden, Hexagon, etc., etc. Je vous ai mis ici à droite le PE Forward. Donc là où je trouve des choses intéressantes, ça va être sur Dassault, ST Microelectronics. Je prends aussi par exemple l'exemple de Capgemini. Vous voyez, vous avez des PE Forward assez faibles. Et, bonne nouvelle, graphiquement, c'est pas du tout vertical. C'est même plutôt en phase de bottomisation, assez en bas. Alors, je vais prendre l'exemple de Capgemini, qui a un PE forward autour de 15.
donc c'est pas beaucoup. Et vous allez voir que techniquement, ça n'a rien à voir avec Infineon, ça n'a rien à voir avec SK hynix, avec Micron, avec Samsung, avec Kioxia, avec Sony Group. Alors Sony Group, elle justement, elle est assez early en termes de structure. Sony, c'est vraiment une boîte qui est early. La structure est belle, mais c'est pas de Sony dont je voulais vous parler. Où est-ce que je l'ai mis, Cap? Allez, ma petite Cap, voilà. 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 Typiquement, un exemple comme celui-ci, Capgemini, une boîte de la tech européenne, ça n'a strictement rien à voir avec Micron. C'est même plutôt baissier depuis mars 2024. La boîte, là, a de plus en plus de perspectives de profit en lien avec son activité liée à l'intelligence artificielle. Le marché essaie de stabiliser, regardez le graphique en données mensuelles, au niveau ici de cette phase latérale construite entre 2018 et là c'était 2020, la crise sanitaire. Il y a une tentative de stabilisation, une tentative de créer une pattern de renversement, un début de divergence. Là, on est sur quelque chose, effectivement. Prenez par exemple le RSI mensuel de Capgemini. Nous sommes vraiment sur une zone basse historique. Et là, nous sommes donc avec cette valeur dans le secteur de la tech à moins de 100 milliards, avec un PE forward encore sous contrôle, mais c'est aussi le cas de Dassault, c'est aussi le cas de STM, et c'est aussi le cas donc d'un certain nombre d'entreprises européennes. Donc effectivement, là, on peut trouver des choses qui sont intéressantes aussi, les mon tableau. Voilà. Moi, j'ai une préférence, si je devais en choisir quatre, pour Adyen, pour Capgemini, pour ST Microelectronics et pour DSY, pour Dassault. Voilà. À la fois donc, pour les raisons de valorisation fondamentale et aussi pour des raisons techniques. Alors là, vous voyez bien qu'en market cap, nous sommes donc largement en dessous des 100 milliards de dollars. Et d'un point de vue technique, c'est pourquoi si, donc ça vous avez, c'est un géant britannique, ça je vous l'ai montré. Et d'un point de vue technique, où est-ce qu'elle est passée ma petite Sony? Voilà, Sony, j'aime bien la structure. Donc là, pareil, on est sur une boîte asiatique. Regardez un peu le rôle de long terme de la moyenne mobile à 200 semaines, avec à chaque fois qu'on vient à son contact, on crée une pattern proche de la 200 semaines. La pattern, vous la retrouvez ici en données journalières. On essaye de faire quelque chose. Et le RSI mensuel est sur support. Donc voilà, vous voyez qu'il peut rester des opportunités techniques et fondamentales au sein de ce secteur tech. Mais il va falloir aller chercher en dehors des États-Unis. Donc concrètement, pour les valeurs qui sont les plus chères, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est attendre des phases de correction. Donc les Samsung, les SK hynix, les Micron, qui sont essentiels via la mémoire vive HBM, il faut attendre les phases de correction court terme. Mais pour trouver vraiment des opportunités au sein de la tech européenne, il faut aller piocher dans les market cap qui sont sous 100 milliards. Donc, bien, je viens de vous donner le tableau. Et je vous ai donné donc mes quatre préférés. Et je termine par un point sur l'indice S&P 500. Le S&P 500, d'un point de vue moyen-long terme, je vous renvoie vers le Top Gun que j'ai fait il y a une semaine, puisque je n'ai rien ajouté de plus. Maintenant, l'idée, comme je l'expliquais, c'est qu'il y aura toujours des corrections à court terme. Et cette correction à court terme prendra la forme d'un retracement du mouvement haussier en place depuis le début du mois d'avril. Quand j'enregistre cette vidéo, le marché est toujours soutenu ici par sa Tenkan en données journalières. Pour l'instant, alors c'est suracheté dans tous les sens. Il y a un début de divergence sur l'horizon de temps journalier. Je pense qu'à cette phase de retracement finira par arriver à court terme. Si vous voulez, bon, on peut l'anticiper tous les jours. Voilà, si le marché devait retracer, premier support chartiste à 7530 points, la Kijun-sen en données journalières à 7382 points, et probablement ici le marché sera capable de retrouver du soutien. Lorsque je regarde les choses sous l'angle quantitatif, c'est-à-dire le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, 20 jours ou 50 jours, on n'est pas non plus dans une phase excessive de représentation bullish. Donc effectivement, pour l'instant, les choses restent sous contrôle. Mais voilà, ouais, il y aura toujours donc des phases de retracement à court terme.
pour le moyen long terme. Je me suis exprimé sur ce sujet la semaine dernière. Voilà, chers amis, je n'en dirai pas davantage. Merci à toutes et à tous de votre attention et je vous souhaite une excellente semaine. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.